Mon mari a raillé, ton opinion n'a aucune importance. Puis il a fait emménager ses parents chez nous sans mon consentement. J'ai souri. Très bien. 2 jours plus tard, il a hurlé. Non. C'est impossible. Mon mari a raillé. Ton opinion n'a aucune importance. Puis il a fait emménager ses parents chez nous sans mon consentement. J'ai souri. Très bien. 2 jours plus tard, il a fixé un document juridique, son visage devenant livide. Puis il a hurlé, non, c'est impossible. Je n'aurais jamais imaginé que mon mariage commencerait à s'effondrer à cause d'un ensemble de valises. En y repensant maintenant, je peux voir que les signes avant-coureurs étaient là depuis des années, dispersés dans des moments ordinaires comme des miettes de pain que j'ai choisi de ne pas suivre. À l'époque, cependant, la vie semblait stable, prévisible, sûre. Mon nom est Isabelle Dubois. J'ai 38 ans, et jusqu'à récemment, je croyais être heureusement marié. Antoine et moi vivions dans un quartier tranquille en périphérie de Lyon, France. Les maisons n'étaient pas extravagantes, mais elles étaient bien entretenues avec des pelouses tondues, des barbecues dans le jardin et des voisins qui nous saluaient d'en face. C'était le genre d'endroit où les gens s'empruntaient encore des échelles et se souvenaient du nom de votre chien. Je travaillais comme chef de projet pour une entreprise de logiciels. Le poste était bien rémunéré, mais il exigeait de longues heures et une attention méticuleuse aux détails. Antoine travaillait dans la vente d'équipements médicaux. Il était charmant, extraverti et naturellement persuasif. Ses traits m'avaient attiré lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et pendant longtemps. Ils étaient aussi les raisons pour lesquelles j'excusais ses défauts. Nous étions mariés depuis 9 ans. 9 ans, c'est long pour prendre des habitudes. Assez long pour négliger des choses. Assez long pour normaliser un comportement qui vous aurait choqué au début. Lorsque nous sortions ensemble, Antoine me demandait mon avis sur tout. Les restaurants, les vacances, les meubles, les décisions financières. Au fil du temps, ces conversations ont changé. Au lieu de demander, il a commencé à informer. Au lieu de discuter, il a commencé à décider. Au début, les changements étaient subtils. Puis ils sont devenus routiniers. À la 9e année de notre mariage, je me sentais souvent moins comme une partenaire et plus comme une employée recevant des mises à jour de la direction. Le plus étrange, c'est que je ne l'ai pas pleinement réalisé pendant que cela se produisait. La plupart des gens ne le font pas. Le contrôle arrive rarement d'un coup. Il arrive lentement, enveloppé dans la familiarité. Un samedi matin, au début du printemps, je buvais mon café sur notre terrasse arrière lorsqu'Antoine est sorti avec son téléphone. Son expression me disait déjà qu'il voulait quelque chose. Qu'y a-t-il ? Demandai-je. Il s'est assis. Mes parents traversent une période difficile. J'ai soupiré intérieurement. Nous avions des versions de cette conversation depuis des mois. Ses parents, Jean et Marie, vivaient à Nice. Jean avait pris sa retraite des années plus tôt. Marie travaillait à temps partiel dans une boutique de cadeaux. Il n'était pas riche, mais il ne luttait pas autant qu'Antoine le prétendait. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Demandai-je. Antoine s'est frotté le front de façon dramatique. Le loyer a encore augmenté. J'ai hoché la tête. C'est regrettable. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. J'ai attendu. Voilà. La vraie conversation. Que suggères-tu ? Antoine s'est penché en avant. Je pense qu'il devrait déménager ici. J'ai failli rire parce que j'ai supposé qu'il plaisantait. Quand j'ai réalisé que non, j'ai posé ma tasse de café. Déménager ici, en permanence ? Oui. Antoine, c'est une décision énorme. Ce sont mes parents. Je sais ça. Alors, quel est le problème ? Le problème n'était pas ses parents. Le problème était que notre maison n'était pas assez grande pour que 4 adultes puissent la partager confortablement pour toujours. Le problème était que Marie avait l'habitude de critiquer chaque femme qu'elle rencontrait. Le problème était que Jean traitait chaque pièce comme si elle lui appartenait. Le problème était qu'Antoine ne demandait pas. Il vendait. Et chaque fois qu'Antoine commençait à vendre, il avait déjà pris sa décision. Je serais prête à les aider financièrement, dis-je prudemment. Sa mâchoire s'est serrée. Ils ne veulent pas de charité. Je ne parle pas de charité. Ils ont besoin de famille.
Je l'ai regardé. Et de quoi avons-nous besoin, nous? Il n'a pas répondu. Ce silence est resté avec moi. Une semaine plus tard, ses parents sont venus nous rendre visite. Officiellement, ce n'était qu'un court voyage. Officieusement, ils ont passé tout le week-end à évaluer la maison. Marie a ouvert les placards. Jean a inspecté le garage. Ils ont discuté des arrangements possibles de meubles comme s'ils examinaient des annonces immobilières. Le dimanche soir, j'avais le ventre lourd. Après leur départ, j'ai essayé d'avoir une autre conversation. As-tu remarqué que tes parents parlaient de la maison comme s'ils y vivaient déjà? Antoine a à peine levé les yeux de son téléphone. Tu imagines des choses. Non, ce n'est pas le cas. Il faisait juste la conversation. Je savais mieux, mais me disputer semblait inutile. Puis est venu le dîner qui a tout changé. C'était un mardi soir. Rien de spécial. Poulet au parmesan, pain à l'ail, un match de rugby diffusé discrètement à la télévision. Le genre de soirée ordinaire que personne ne retient jusqu'à ce que quelque chose d'inoubliable se produise. Antoine s'est raclé la gorge. Mes parents emménagent. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils seront là samedi? Je l'ai regardé fixement. Les mots ne se sont pas entièrement enregistrés au début. Qu'est-ce que tu veux dire par ils seront là samedi? Je veux dire qu'ils emménagent. J'ai attendu l'explication. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, il a continué à manger. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Antoine, nous n'avons pas convenu de ça. Il a haussé les épaules. Nous n'avons pas besoin de le faire. La pièce s'est soudainement sentie plus petite. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il a finalement levé les yeux. Son expression n'était pas de colère. Cela aurait été plus facile. Il avait l'air amusé. Supérieur. Comme un homme expliquant quelque chose d'évident à un enfant. Puis il a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais. Ton opinion n'a aucune importance. Les mots ont frappé plus fort qu'une gifle. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. 9 ans. 9 ans ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, notre mariage s'était détérioré jusqu'à ce moment. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Il croyait sincèrement à ce qu'il disait. C'était le pire. Il n'y avait aucune hésitation, aucun regret, aucune gêne, juste de la certitude. Je m'attendais à crier. Je m'attendais à des larmes. Au lieu de cela, un calme étrange s'est installé en moi. Le genre qui apparaît quand quelque chose devient enfin impossible à nier. J'ai souri. Très bien. Antoine a eu l'air surpris. Peut-être qu'il s'attendait à une bagarre. Peut-être qu'il en voulait une. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai porté mon assiette à l'évier et je suis monté à l'étage. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je réfléchissais, révisant, connectant des années de conversation, des années de compromis, des années à accorder le bénéfice du doute à quelqu'un. Vers minuit, je suis sorti du lit et je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert un dossier dans mon classeur. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas regardés depuis des années. Registre de propriété, documents hypothécaires, documents juridiques. Je me suis assise tranquillement sous la lampe de bureau. Puis j'ai passé un appel téléphonique. Le lendemain matin, pendant ma pause déjeuner, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Sophie Morel. Elle a examiné les documents attentivement. Après plusieurs minutes, elle a levé les yeux. Madame Dubois, juste pour confirmer, j'ai hoché la tête. Sophie a ajusté ses lunettes. Cette maison a été achetée avant votre mariage. Oui. Et seul votre nom figure sur l'acte. C'est exact. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Un léger sourire est apparu. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Alors dites-moi, Isabelle, qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? Sophie Morel ne m'a pas pressé. C'était la première chose que j'ai remarquée chez elle. La plupart des gens entendent une histoire, se forgent immédiatement une opinion et commencent à donner des conseils. Sophie a simplement écouté. Elle était assise en face de moi dans son bureau du centre-ville de Lyon,
un bloc-notes posé sur son bureau pendant que j'expliquais 9 ans de mariage en moins d'1 heure. Quand j'ai finalement arrêté de parler, elle a joint les mains. « Voulez-vous sauver le mariage ?» La question m'a prise au dépourvu. Non pas parce qu'elle était déraisonnable, mais parce que j'ai réalisé que je ne savais pas. 1 an plus tôt, j'aurais répondu oui sans hésitation. 6 mois plus tôt, probablement oui. Cet après-midi-là, cependant, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre de son bureau le trafic en contrebas. Je ne sais plus. Sophie a hoché la tête. Alors ne prenez aucune décision émotionnelle aujourd'hui. J'ai apprécié cette réponse. Elle ne poussait pas au divorce. Elle ne poussait pas à la réconciliation. Elle poussait à la clarté. Concentrons-nous sur les faits, a-t-elle dit. La maison est à vous. Légalement, c'est simple. La question plus importante est de savoir si le comportement de votre mari fait partie d'un schéma ou d'une erreur de jugement temporaire. J'ai failli rire. Une erreur temporaire. Si seulement c'était aussi simple. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à prêter plus attention que je ne l'avais fait depuis des années. Ce que j'ai découvert était douloureux, mais aussi éclairant. Le samedi est arrivé. Ses parents aussi. Un camion de location s'est garé dans l'allée peu après 9 heures du matin. La quantité de meubles m'a immédiatement alarmé. Ce n'était pas une visite. Ce n'était pas une période d'essai. Ce n'était même pas un séjour de longue durée. C'était un déménagement. Antoine a sauté du camion l'air joyeux. Jean a suivi. Puis Marie. Au moment où ils ont commencé à décharger des commodes, des tables d'appoint et des dizaines de cartons de rangement, personne ne faisait plus semblant. Marie a franchi la porte d'entrée portant 2 photographies encadrées. Elle a jeté un coup d'œil au salon. Je pense que ceux-ci seront charmants au-dessus de la cheminée. Pas serait-il charmant? Pas qu'en pensez-vous? Une déclaration, une supposition, une affirmation. Je l'ai regardé accrocher un des cadres sur le manteau de la cheminée. Antoine n'a rien dit. Jean non plus. En moins de 3 heures, la maison ne me ressemblait plus. Jean a pris le contrôle du garage. Marie a réorganisé la cuisine. Antoine agissait comme si tout était parfaitement normal. Au dîner ce soir-là, Marie a critiqué mes ustensiles de cuisine. Le lendemain matin, elle a critiqué mes courses. Le lundi, elle critiquait la façon dont je pliais les serviettes. Chaque commentaire était enveloppé d'un sourire. Chaque insulte déguisée en conseil. Isabelle, ma chérie, ce n'est pas vraiment comme ça que la plupart des épouses font. Ou, ma génération était plus fière de la tenue de la maison. Ou, ma préférée. Antoine méritait toujours quelqu'un de plus traditionnel. Antoine ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Au lieu de cela, il riait. Parfois, il était même d'accord. J'aimerais pouvoir dire que je les ai confrontés immédiatement. La vérité est plus compliquée. Une partie de moi espérait encore que les choses s'amélioreraient. Une partie de moi croyait encore qu'Antoine finirait par reconnaître à quel point tout cela était inapproprié. Puis le mardi est arrivé. Je suis rentré du travail vers 18h30. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le salon avait l'air différent. Plusieurs décorations avaient disparu. Une étagère avait été déplacée. Une lampe que j'adorais avait disparu. J'ai trouvé Marie dans la salle à manger. « Où est ma lampe ?» demandai-je. « Oh, je l'ai mise en stockage. » Je l'ai regardée. « Tu as fait quoi ?» Elle a souri. « La pièce est plus harmonieuse comme ça. » Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. « Tu as mis mes meubles en stockage ?» Juste quelque chose. J'ai regardé autour de moi. La salle à manger ressemblait maintenant à une salle d'exposition pour le goût personnel de Marie. Mes meubles, ma maison, ses décisions. Je me suis tourné vers Antoine. Il venait d'entrer du garage. Étais-tu au courant? Il a jeté un coup d'œil désinvolte. Ça a l'air bien. C'était tout. Ça a l'air bien. Pas de discussion, pas d'excuses, pas de reconnaissance que quelqu'un avait réarrangé ma maison sans permission. Cette nuit-là, j'ai cessé d'espérer. Pas de façon dramatique, pas d'un coup. Mais quelque chose en moi a basculé.
L'illusion s'est brisée. Et une fois qu'une personne voit la vérité clairement, il est difficile de la dévoir. Quelques jours plus tard, une autre pièce du puzzle est apparue entièrement par accident. Antoine avait laissé sa tablette chargée sur le comptoir de la cuisine. Je ne fouinais pas. Je ne cherchais pas de preuves. En fait, je chargeais le lave-vaisselle quand l'écran s'est allumé. Une notification de message est apparue. Normalement, je l'aurais ignorée. Mais une ligne a attiré mon attention. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. J'ai figé. Le message a disparu avant que je ne puisse lire le reste. Pendant près d'une minute, je suis resté là, fixant l'écran sombre. Mon cœur battait la chamade. Peut-être que c'était innocent. Peut-être que je me trompais. Peut-être que le numéro. Au fond de moi, je savais déjà. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assis seul dans le salon. La maison était silencieuse. Dehors, la pluie tapotait doucement contre les fenêtres. Je n'arrêtais pas de rejouer ce message dans ma tête. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. À 23h30, Antoine s'est endormi. À minuit, je suis descendu silencieusement. La tablette chargeait toujours. Mes mains tremblaient légèrement alors que je la déverrouillais. Ce que j'ai trouvé a tout changé. Les messages remontaient à près d'un an. Son nom était Laura, 32 ans, consultante en marketing, divorcée, vivant de l'autre côté de la ville. Au début, les conversations étaient flirtantes, puis intimes, puis indubitablement romantiques. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune place au déni. Antoine n'avait pas une liaison émotionnelle. Il avait une relation à part entière. Mon estomac s'est tordu en faisant défiler. Réservation d'hôtel, photos, voyage de week-end déguisé en conférence de travail, mensonges empilés sur des mensonges. Mais le pire message n'était pas à propos de l'amour. Ce n'était pas à propos de la trahison. C'était à propos de moi. Un message de Laura disait « Es-tu sûr qu'elle partira ?» Antoine a répondu. Elle évite toujours les conflits. Une fois que mes parents seront installés, elle en aura marre et partira d'elle-même. J'ai arrêté de respirer. Un deuxième message est apparu quelques jours plus tard. Alors nous pourrons enfin commencer notre vie ensemble, a répondu Antoine. Exactement. Il suffit de donner du temps. J'ai eu froid. Pas en colère. Froid. Parce que tout à coup, tout avait un sens. Le déménagement, la pression, le manque de respect, l'érosion progressive des limites. Ce n'était pas de la négligence. C'était une stratégie. Puis j'ai trouvé quelque chose d'encore pire. Un SMS de groupe. Antoine, Jean, Marie. Mon pouce est accéléré. La conversation remontait à des mois. Ses parents savaient. Non seulement ils savaient, mais ils soutenaient. Marie avait en fait écrit. Une fois qu'Isabelle sera partie, Laura pourra emménager et arrêter de se cacher. J'ai fixé l'écran encore et encore, relisant la phrase à plusieurs reprises. 3 personnes, 3 adultes planifiant la destruction de mon mariage à l'intérieur de ma propre maison. À 1h30 du matin, j'ai fermé la tablette. Puis je me suis assise tranquillement dans l'obscurité. Je m'attendais à des larmes. Au lieu de cela, j'ai ressenti du calme. Le calme qui vient lorsque l'incertitude disparaît enfin. À 8h le lendemain matin, j'étais de retour au bureau de Sophie Morel. Elle a écouté attentivement pendant que je présentais des captures d'écran, des messages et des emails. Quand j'ai eu fini, elle a eu l'air sincèrement impressionnée. Vous avez tout documenté. J'ai hoché la tête. Sophie a légèrement souri. Bien. Puis elle a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle avait déjà préparés. Documents de divorce, titre de propriété, notification formelle, tout organisé avec une précision professionnelle. Elle a glissé le dossier sur le bureau. La maison reste votre propriété distincte. J'ai baissé les yeux. Mon nom apparaît sur tous les documents pertinents, uniquement le mien, a poursuivi Sophie. Isabelle, si vous êtes prête, nous pouvons déposer immédiatement. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais du contrôle.
J'ai pris le stylo et j'ai signé. Le matin où Antoine a reçu les papiers a commencé comme tous les autres matins. C'était la beauté des conséquences. Elles s'annoncent rarement. Elles arrivent simplement. Le mercredi a commencé avec le café qui infusait dans la cuisine. Jean regardant les informations à la télévision dans le salon et Marie critiquant quelqu'un à la télévision avant 8 heures du matin. Antoine est descendu en chemise bleue et vérifiant ses emails sur son téléphone. Personne ne savait que leur vie était sur le point de changer. Surtout pas Antoine. Je me tenais au comptoir de la cuisine, remuant de la crème dans mon café pendant que Marie réorganisait des objets dans un placard pour la 100e fois. Isabelle, a-t-elle dit nonchalamment. J'ai réfléchi. J'ai failli rire. Cette phrase était devenue une menace. Oh, nous devrions probablement convertir ton bureau en chambre d'amis. J'ai levé les yeux. Mon bureau? Eh bien, oui. Elle a souri comme si elle discutait de la météo. Jean a besoin d'un endroit tranquille pour ses hobbies. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Antoine a hoché la tête. Ça a du sens. Bien sûr que oui. Tout avait du sens quand cela leur était bénéfique. J'ai bu une gorgée de café. Idée intéressante. Antoine a à peine levé les yeux. Nous allons trouver une solution. Nous. Le mot m'irritait plus qu'il n'aurait dû parce que chaque décision semblait dernièrement impliquer un nous mystérieux qui ne m'incluait jamais réellement. À 10h15, la sonnette a retenti. Jean a répondu. Quelques instants plus tard, il est entré dans la cuisine tenant une grande enveloppe certifiée. Antoine, a-t-il dit, c'est pour toi. Antoine a eu l'air légèrement ennuyé, s'attendant probablement à un autre avis d'assurance ou document de travail. Il a signé le reçu, a ouvert l'enveloppe, puis a froncé les sourcils. J'ai regardé son expression changer. Confusion, curiosité, inquiétude, puis quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Ses yeux ont parcouru rapidement les pages, sont revenus à la première page, puis ont avancé à nouveau. La couleur a fui son visage. Qu'est-ce que c'est? Personne n'a répondu. Marie s'est levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine a continué à lire. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que tout le monde soit mal à l'aise. Puis soudain, il a repoussé sa chaise avec force. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie s'est rapprochée. Jean s'est levé. Antoine m'a regardé directement. Pour la première fois depuis des mois, sa confiance semblait ébranlée. Que as-tu fait? J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il m'a regardé fixement, puis les documents, puis à nouveau moi. Ses mains tremblaient. La pièce était complètement silencieuse. Et puis c'est arrivé. Le moment du début de cette histoire. Le moment qui avait vécu dans mon imagination depuis que j'avais signé ces papiers. La voix d'Antoine s'est brisée. Non. Il a feuilleté les documents. Non. Sa respiration est devenue irrégulière. Puis il a crié. Non, c'est impossible. Marie a saisi les documents. Qu'est-ce que c'est? Antoine avait l'air vraiment paniqué. Pas en colère. Paniqué. La différence importait parce que la colère vient de la croyance que vous avez toujours le contrôle. La panique vient de la réalisation que vous ne l'avez pas. Marie a scanné la première page. J'ai vu sa confiance s'évaporer presque instantanément. Divorce. Sa voix semblait petite, confuse. Puis elle a tourné une autre page et une autre jusqu'à ce qu'elle atteigne la documentation de la propriété. Qu'est-ce que cela signifie? Sophie avait tout préparé méticuleusement. Les documents étaient clairs, simples, indéniables. La maison avait été achetée des années avant mon mariage. L'acte ne mentionnait qu'un seul propriétaire, Isabelle Dubois. Moi. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune faille, aucun malentendu. Jean a ajusté ses lunettes et a pris les papiers. Pendant plusieurs minutes, personne n'a parlé. La pièce semblait figée. Finalement, Antoine a levé les yeux. Ce n'est pas juste. Ça l'est. Non. Il a secoué la tête. Nous sommes mariés. Oui, ça veut dire que c'est notre maison. J'ai croisé son regard. Non, ça ne l'est pas.
Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine avait l'air stupéfait comme si une loi de la physique avait soudainement cessé de fonctionner. Mais j'ai vécu ici pendant des années. Je sais, mais j'ai payé les factures. Je sais, mais tu as assumé la propriété. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est ouverte à nouveau. Rien n'est sorti parce qu'il n'y avait pas d'argument. Seulement des suppositions. Des suppositions dangereuses. Le genre que les gens font quand ils confondent la gentillesse avec la faiblesse. Marie s'est remise la première. Elle le faisait toujours. C'est cruel. J'ai presque admiré l'audace. Cruel. Après tout ce qu'ils avaient fait. Après des mois de manipulation. Après avoir aidé Antoine à planifier un avenir avec une autre femme. Cruel. J'ai croisé les bras. Non. Cruel, c'était d'emménager chez quelqu'un tout en planifiant de le forcer à partir. La pièce est redevenue silencieuse. La tête d'Antoine s'est tournée vers moi. De quoi parles-tu? Pendant une brève seconde, j'ai vu une peur véritable. Non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il savait exactement ce que je voulais dire. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert un dossier, puis je l'ai placé devant lui. Capture d'écran, message, email, preuve, des mois de preuves. Le sang a de nouveau fui son visage. Marie a regardé par-dessus son épaule, puis s'est immédiatement assise. Jean a fixé le sol. Personne n'a rien nié. Personne ne le pouvait. Les messages parlaient d'eux-mêmes. Antoine a fait défiler en silence. L'affaire, les plans, les discussions, les suppositions que je finirais par partir. Chaque détail est documenté, conservé, en attente. Finalement, Antoine a levé les yeux. Tu as fouillé mes messages. La question était si absurde que j'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que cela révélait exactement où se trouvait son esprit. Non pas sur l'affaire, non pas sur la trahison, non pas sur la conspiration, mais sur le fait d'être pris. Sophie m'avait prévenu à ce sujet. Certaines personnes ne regrettent pas ce qu'elles ont fait. Elles regrettent de perdre l'avantage. Je l'ai regardé calmement. Tu planifiais un avenir avec une autre femme. Antoine s'est frotté le visage. Ce n'était pas comme ça. Une réponse classique. Prévisible. Dénuée de sens. J'ai hoché la tête vers les captures d'écran. C'était exactement comme ça. Pendant plusieurs minutes, personne n'a parlé. Puis Antoine a essayé une autre stratégie, les excuses, ou du moins la première version. Isabelle, sa voix s'est adoucie. Nous pouvons surmonter ça. Je l'ai regardé fixement. Le même homme qui m'avait dit que mon opinion n'avait aucune importance. Le même homme qui avait fait emménager ses parents chez moi sans mon consentement. Le même homme qui avait passé des mois à planifier une vie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il voulait du travail d'équipe. Intéressant. Qu'est-ce que nous sommes censés surmonter exactement? Il avait l'air désespéré. Une passe difficile. Une passe difficile. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Pas fort, pas cruellement, juste honnêtement, parce que réduire la trahison, la manipulation et l'égocentrisme à une passe difficile était presque impressionnant. Marie s'est soudainement levée. Antoine a fait des erreurs. Je me suis tourné vers elle et vous l'avez aidé. Elle a figé. Jean est resté silencieux. Pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, il avait l'air embarrassé, peut-être même honteux. La réalisation semblait s'installer sur eux tous simultanément. Ce n'était plus un désaccord familial. C'était la réalité juridique, la réalité financière, la réalité des conséquences, le genre de réalité avec laquelle personne ne peut discuter. À midi, mon téléphone a sonné. Sophie, j'ai répondu en haut-parleur. Tout a été livré avec succès, a-t-elle demandé. Oui. Bien. Puis sa voix professionnelle a rempli la pièce. Elle a calmement expliqué l'état du dépôt, les droits de propriété et les prochaines étapes juridiques. Chaque phrase serrait les murs autour des suppositions d'Antoine. Chaque fait supprimait une autre issue de secours. Quand l'appel s'est terminé, personne n'a parlé. La maison semblait différente, plus légère, d'une certaine manière,
comme si une tempête s'était enfin dissipée. Antoine était assis à la table, fixant les documents. Les mêmes documents qui avaient brisé l'avenir qu'il pensait contrôler. Et pour la première fois depuis l'arrivée de ses parents, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas la victoire, pas encore, mais le début de celle-ci. Le plus étrange, en regardant quelqu'un perdre le pouvoir, c'est que cela arrive rarement d'un coup. Dans les films, tout s'effondre en un moment dramatique. Dans la vraie vie, les gens passent des jours à essayer de se convaincre que rien n'a changé. Antoine a passé la semaine suivante à faire exactement cela. Au début, il a agi comme si la demande de divorce était une sorte de malentendu, une erreur administrative, une réaction émotionnelle temporaire, quelque chose qui finirait par disparaître s'il l'ignorait assez longtemps. Le jeudi matin, il essayait déjà de négocier. « Isabelle, pouvons-nous parler ?» J'étais assise à la table de la cuisine en train de consulter des rapports de travail avant une réunion virtuelle. J'ai levé les yeux. « Nous parlons. » Il a tiré une chaise. Je veux dire, sérieusement, j'ai presque souri. Pendant des mois, il avait ignoré mes préoccupations, ignoré mes opinions et traité mes limites comme des inconvénients. Maintenant, soudainement, il voulait des conversations sérieuses. C'est drôle comment ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire ? Antoine s'est frotté les mains. J'ai fait des erreurs. Voilà. Pas une erreur. Des erreurs. Pluriel. Pourtant, même à ce moment-là, il ne pouvait pas se résoudre à les nommer. L'affaire, la manipulation, le manque de respect. Ces mots n'apparaissaient jamais. Au lieu de cela, il parlait dans un langage vague qui maintenait la responsabilité hors de portée. Nous avons tous les deux été stressés. Je l'ai regardé fixement. Non, Antoine, tu avais une liaison. Son visage s'est tendu. Ce n'était pas que ça. Une réponse classique. Prévisible. Dénuée de sens. J'ai hoché la tête vers les captures d'écran. C'était exactement ça. Pendant plusieurs minutes, personne n'a parlé. Puis Antoine a essayé une stratégie différente, les excuses, ou du moins la première version. Isabelle, sa voix s'est adoucie. Nous pouvons surmonter ça. Je l'ai regardé fixement. Le même homme qui m'avait dit que mon opinion n'avait aucune importance. Le même homme qui avait fait emménager ses parents chez moi sans mon consentement. Le même homme qui avait passé des mois à planifier une vie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il voulait du travail d'équipe. Intéressant. Qu'est-ce que nous sommes censés surmonter exactement ? Il avait l'air désespéré. Une passe difficile. Une passe difficile. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Pas fort, pas cruellement, juste honnêtement, parce que réduire la trahison, la manipulation et l'égocentrisme à une passe difficile était presque impressionnant. Marie s'est soudainement levée. Antoine a fait des erreurs. Je me suis tourné vers elle et vous l'avez aidé. Elle a figé. Jean est resté silencieux. Pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, il avait l'air embarrassé, peut-être même honteux. La réalisation semblait s'installer sur eux tous simultanément. Ce n'était plus un désaccord familial. C'était la réalité juridique, la réalité financière, la réalité des conséquences, le genre de réalité avec laquelle personne ne peut discuter. 3 jours plus tard, la réalité a asséné un autre coup, un coup qui n'avait rien à voir avec moi. Laura est partie. Je ne l'ai pas appris intentionnellement. Antoine l'a pratiquement annoncé. La dispute a commencé dans l'allée. Je revenais de l'épicerie quand j'ai entendu des cris. Antoine se tenait à côté de son camion, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix a résonné dans le quartier. Après tout ça, pause. Non, ce n'est pas juste. Une autre pause, puis plus fort. Alors c'est tout. J'ai continué à marcher. Pas mon cirque. Pas mes singes. Pourtant, sa phrase suivante m'a arrêté. Tu savais que je divorçais. Un long silence a suivi. Puis il a raccroché. L'appel s'est terminé. Il est resté immobile pendant plusieurs secondes. Vaincu. Je n'avais pas besoin de détails. J'avais déjà compris. Laura était tombée amoureuse de la version d'Antoine qui existait dans ces histoires. Le pourvoyeur de succès,
le futur propriétaire, l'homme construisant avec confiance une nouvelle vie, pas le véritable Antoine, l'homme confronté au divorce, aux frais juridiques et à la perte d'une maison qu'il n'avait jamais possédée. Les relations fantaisistes ont souvent du mal quand la réalité arrive. Celle-ci n'a pas survécu à l'introduction. Ce soir-là, j'ai entendu une autre dispute. Celle-ci s'est déroulée à l'intérieur. Plus forte, plus mesurée, plus révélatrice. Antoine et Marie étaient dans la chambre d'amis. Les murs n'étaient pas particulièrement épais. Pourquoi partirait-elle maintenant, a exigé Antoine. Marie semblait frustrée. Peut-être qu'elle n'était pas celle que tu pensais. Antoine a ri amèrement. Sérieusement. Puis est venue la phrase qu'aucun d'eux n'a réalisé que je pouvais entendre. Nous avons fait tout ça pour rien. Le silence a suivi. Un long silence. Les mots sont restés. Nous avons fait tout ça pour rien. Pas de jeu. Nous au point. L'alliance était enfin en train de craquer. Bien. Parce que les alliances construites sur l'égoïsme survivent rarement à l'échec. La semaine suivante a apporté un autre développement. Jean m'a approché seul. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Il m'a trouvé en train d'arroser les fleurs près du porche un samedi matin. Le temps était doux. Le quartier était calme. Pendant un instant, il est resté là maladroitement. Puis il s'est raclé la gorge. Isabelle. J'ai levé les yeux. Oui. Il a changé de poids. L'homme semblait soudainement plus âgé que je ne me souvenais. Plus petit d'une certaine manière. Je vous dois des excuses. Je ne m'y étais pas attendu. Pas de la part de Jean. Des trois, il avait toujours été le plus silencieux. Le suiveur, l'observateur, l'homme qui évitait les conflits en laissant les autres les créer. J'ai posé l'arrosoir. D'accord. Il avait l'air embarrassé. Antoine nous a dit des choses. J'ai attendu. Il a dit que vous vouliez quitter le mariage. Intéressant. Il a dit que vous ne vous souciez pas de la maison. Plus intéressant. Il a dit qu'un jour vous partiriez de toute façon. J'ai écouté tranquillement. Jean a soupiré. J'aurais dû poser des questions. Oui, il aurait dû. Nous aurions dû tous les deux. Tous les deux, c'est-à-dire lui et Marie. L'aveu était important. Non pas parce qu'il effaçait quoi que ce soit. Mais parce qu'il reconnaissait la réalité pour peut-être la première fois. J'avais tort, a-t-il dit. Puis il est parti. Pas d'excuses, pas de requêtes, pas de manipulation, juste de la responsabilité. Une chose rare, une chose précieuse. Malheureusement, Marie n'était pas prête pour la responsabilité. Pas encore. 2 jours plus tard, elle m'a coincé dans la cuisine. Son ton portait le tranchant que j'avais si bien appris à connaître. Tu as détruit cette famille. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'accusation était absurde. Non, Marie. Je l'ai regardé directement. Ton fils a détruit son mariage. Elle a croisé les bras. Tu aurais pu lui pardonner. Pourquoi? La question l'a surprise. Clairement, elle s'attendait à une défense, une explication. Au lieu de cela, j'ai simplement attendu. Pourquoi? Pourquoi devrais-je pardonner la trahison immédiatement? Pourquoi devrais-je absorber des conséquences qui appartiennent à quelqu'un d'autre? Pourquoi la responsabilité était-elle toujours attendue de la victime mais facultative pour tout le monde? Marie n'a pas pu répondre parce qu'il n'y avait pas de réponse. Seulement de l'égocentrisme. Et l'égocentrisme semble persuasif jusqu'à ce que quelqu'un lui demande de s'expliquer. 3 semaines après la demande de divorce, Antoine a finalement accepté l'inévitable, non pas émotionnellement, mais légalement. Son avocat a examiné les titres de propriété. Les conclusions étaient identiques à celles de Sophie. La maison n'était pas un bien matrimonial. Il n'y aurait aucune revendication de propriété, aucun revirement dramatique en salle d'audience, aucun miracle, juste des faits. Quand Antoine a reçu cette confirmation, quelque chose a changé. La colère a disparu. La négociation a disparu. Même le déni a disparu. Ce qui restait était du regret, brut, visible et entièrement trop tardif. Un soir,
il m'a trouvé assise sur la terrasse arrière en train de regarder le coucher de soleil. Les Alpes brillaient d'orange au loin. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a parlé. Puis Antoine s'est assis. Je pensais vraiment que tu resterais. Sa voix semblait fatiguée. Je l'ai regardé. Je sais. Il a ri doucement, sans humour. Je pensais que tu m'aimais trop pour partir. Voilà. La vérité non pas cachée derrière des excuses. Non pas enveloppée dans un langage astucieux, juste la vérité. Il avait confondu l'amour avec la permission, la patience avec la faiblesse, la loyauté avec la capitulation. Et maintenant, il commençait enfin à comprendre la différence. Les parents d'Antoine ont déménagé les premiers. Le processus a été étonnamment silencieux. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas de cris, pas de policiers dans l'allée, juste des cartons, des camions de location et le silence pesant qui suit les mauvaises décisions. Jean a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Marie a suivi, bien qu'elle n'en soit clairement pas heureuse. Le matin de leur départ, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine pendant que les déménageurs chargeaient des meubles dans un camion. Pendant un bref instant, je me suis souvenu du jour de leur arrivée. La confiance, les suppositions, la certitude qu'ils entraient dans un avenir qu'ils contrôlaient. Maintenant, cette certitude était partie. À sa place se trouvait la réalité. J'emportais des cartons sans se plaindre. Marie a à peine regardé la maison. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle dise quelque chose de tranchant avant de partir. Une dernière insulte, une dernière tentative de blâmer quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, elle est simplement montée sur le siège passager et a fermé la porte. Le camion est parti, et juste comme ça, ils étaient partis. La maison a immédiatement semblé différente. Pas plus grande, plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre après l'avoir gardée fermée trop longtemps. J'ai traversé chaque pièce cet après-midi-là. Le salon, la salle à manger, la cuisine. Chaque espace me semblait à nouveau familier. Paisible, à moi. J'ai trouvé la lampe que Marie avait mise en stockage et je l'ai remise à sa place d'origine. Puis j'ai replacé la photographie encadrée de ma grand-mère au-dessus de la cheminée. Les petites actions m'ont apporté plus de satisfaction que je ne l'espérais. Non pas parce que c'était des actes de vengeance, mais parce que c'était des actes de restauration. Au cours des semaines suivantes, Antoine a continué à préparer son propre déménagement. Le processus de divorce est resté remarquablement simple. Il n'y a pas eu de litige majeur, pas d'actifs cachés, pas de théâtralité juridique. Les faits étaient simplement trop clairs. Finalement, même Antoine a cessé de les combattre. Un soir, environ un mois avant sa date de départ, il a frappé à la porte de mon bureau. Je consultais des plannings de projet quand il est entré. « Tu as une minute ?» J'ai levé les yeux. Bien sûr. Il s'est assis avec précaution comme s'il entrait dans un endroit où il n'appartenait plus. À bien des égards, il n'en faisait pas partie. Pendant plusieurs secondes, il a fixé le sol. Puis il a parlé. Laura se marie. Cela m'a surpris. Non pas parce que je m'en souciais, mais parce que c'était arrivé si vite. Quand ? Le printemps prochain. J'ai hoché la tête. Antoine a ri doucement. Le son portait plus de tristesse que d'amertume. Je suppose qu'elle est passée à autre chose assez vite. J'ai réfléchi à la déclaration, puis j'ai répondu honnêtement. Peut-être qu'elle n'a jamais été là où tu pensais qu'elle était. Il a levé les yeux, nos regards se sont croisés, et pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait aucune défensive dans son expression, seulement de la compréhension. Tu as probablement raison. La conversation s'est terminée là. Simple, sans incident, mais d'une certaine manière significative. Parce qu'Antoine commençait enfin à voir les gens tels qu'ils étaient au lieu de tels qu'il voulait qu'ils soient. Un mois plus tard, il a déménagé. Je m'attendais à ce que la journée soit triomphante. Au lieu de cela, elle a été étrangement calme. La clôture arrive rarement avec des feux d'artifice. Plus souvent, elle arrive en transportant un carton. Alors que le dernier camion disparaissait dans la rue, je me suis tenu seul dans l'allée. 9 ans. 9 ans réduits à des documents, des camions de déménagement et des souvenirs. Certains bons, certains douloureux. Tout est terminé.
Je ne ferai pas semblant de n'avoir rien ressenti. Malgré tout, Antoine avait fait partie de ma vie pendant près d'une décennie. Je l'avais aimé. Vraiment aimé. La trahison a fait mal précisément parce que l'amour avait été réel. Mais l'amour seul ne suffit pas. Sans respect, l'amour finit par devenir de l'épuisement. Sans confiance, l'amour finit par devenir de la peur. Sans responsabilité, l'amour finit par devenir une permission pour un mauvais comportement. J'ai finalement compris cela et la compréhension a apporté la paix. Les mois suivants sont devenus parmi les plus sains de ma vie d'adulte. J'ai rénové la chambre d'amis et les transformé en espace de lecture. J'ai planté des fleurs dans le jardin. J'ai rejoint une organisation bénévole locale qui aidait les femmes à naviguer les défis financiers et juridiques après un divorce. Cette expérience m'a changé plus que je ne m'y attendais. Chaque semaine, je rencontrais des gens portant des histoires remarquablement similaires à la mienne. Des noms différents, des villes différentes, des circonstances différentes. Pourtant, la même leçon fondamentale apparaissait encore et encore. Trop de bonnes personnes confondent l'endurance avec la force. Trop de personnes gentilles tolèrent des comportements qu'elles ne devraient jamais accepter. Trop de personnes loyales croient que fixer des limites les rend égoïstes. Ce n'est pas le cas. Parfois, les limites sont la chose la plus aimante qu'une personne puisse créer pour elle-même et pour les autres. Environ 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un SMS inattendu. Antoine, serais-tu d'accord pour prendre un café? J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai accepté. Non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que je me sentais prête. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville par un après-midi frais d'octobre. Antoine avait l'air différent. Pas physiquement, mais émotionnellement. L'arrogance était partie. La certitude était partie. La vie avait limé certains angles vifs. Après quelques minutes de bavardage, il a posé sa tasse de café. Je vous dois des excuses. J'ai attendu. Des excuses sincères sonnent différemment des excuses stratégiques. On entend la différence presque immédiatement. Antoine a respiré. J'ai passé des années à vous prendre pour acquise. Je suis restée silencieuse. Je me suis convaincue que parce que vous étiez patiente, vous resteriez toujours. Une autre pause. J'ai traité votre gentillesse comme une faiblesse. Voilà. La vérité. Pas poli, pas répété, juste la vérité. Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre. J'attendais que quelqu'un d'autre me rende heureux. Il a secoué la tête, et j'ai presque tout détruit à cause de ça. Pour la première fois depuis notre séparation, je l'ai cru, non pas parce qu'il voulait quelque chose, mais parce que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de demande, pas de manipulation, pas d'arrière-pensée, seulement de la responsabilité. Le genre qui arrive après que les conséquences ont déjà fait leur travail. Quand il a fini de parler, j'ai souri doucement. Je te pardonne. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Puis j'ai ajouté la partie la plus importante. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Antoine a hoché la tête lentement. Je sais et je pense qu'il le savait vraiment. Nous avons parlé encore 20 minutes avant de nous dire au revoir. Quand je suis retourné à ma voiture, je me suis senti étonnamment légère. Le pardon, j'ai découvert, n'est pas quelque chose que l'on donne à une autre personne. C'est quelque chose que l'on se donne à soi-même. Cela vous permet d'arrêter de porter un poids qui ne vous appartient plus. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse arrière alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. L'air était frais. Le quartier était calme. Une douce brise soufflait à travers les arbres. La maison se tenait exactement là où elle avait toujours été. Mais je n'étais plus la même femme qui s'était assise ici, se demandant si sa voix comptait. Je savais mieux maintenant. La plus grande vengeance n'était pas de tout prendre à Antoine. La plus grande vengeance était de refuser de le laisser me prendre autre chose. Pas ma maison, pas ma dignité, pas mon avenir, et certainement pas mon estime de soi. S'il y a une leçon que cette expérience m'a apprise, c'est celle-ci. Quand quelqu'un vous dit que votre opinion n'a aucune importance, croyez ce qu'il révèle sur lui-même, pas sur vous. Les gens qui vous aiment vraiment valorisent votre voix. Ils respectent vos limites. Ils ne confondent pas votre gentillesse avec la permission de vous blesser. Et s'ils le font,
la vie finit par leur apprendre des leçons qu'aucun argument n'aurait jamais pu enseigner. Parfois, la justice n'arrive pas par la colère. Parfois, elle arrive par la vérité. Et la vérité est suffisamment puissante.